La poétique de la masculinité, être un homme dans un village de montagne crétois de Michael Herzfeld, paru en anglais en 1985, est aujourd'hui un classique de l'anthropologie contemporaine. À l'occasion de la parution en français de l'ouvrage aux Presses du Midi, Michael Herzfeld, professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Harvard, était à la librairie Ombre Blanche jeudi 6 février 2025 lors d'une rencontre animée par Nicolas Adel, professeur d'anthropologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. On souhaite tout de suite, on peut commencer, je pense. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michael Herzfeld et merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Toulouse. C'est pas juste à côté d'Harvard, en vérité, mais tu ne viens pas directement d'Harvard puisque tu es installé un peu à Rome pour quelque temps et que donc tu as fait le saut depuis Rome pour arriver jusqu'ici. Pour présenter un livre qui est ce livre-là, La poétique de la masculinité, qui est sorti il y a quelques semaines dans la collection anthropologique des presses universitaires du Midi. Il y a donc ce livre, c'est le dernier bébé de la collection, mais il y a des aînés prestigieux aussi que vous pourrez regarder en sortant sur une petite table. Ils sont exposés, vous pouvez les consulter et puis évidemment, bien sûr, les commander sur le site des presses universitaires du Midi. Je précise que j'ai absolument aucun pourcentage dans cette collection, donc c'est vraiment à titre purement intellectuel que je vous invite à faire cette consultation. Michael Herzfeld, quand même, je dis deux mots de toi pour te présenter. Beaucoup de monde te connaît forcément, mais peut-être qu'il y en a encore quelques-uns qui ne te connaissent pas parfaitement. Donc, pour eux et pour elles, je fais une petite présentation. Tu es donc professeur émérite de l'université de Harvard. Tu es très régulièrement invité dans de nombreuses universités dans le monde entier pour présenter tes travaux. Ça, on va en dire un mot, et aussi parce que tu as une belle capacité de polyglotte. Tu peux t'exprimer en français, en italien, en grec, en thaï. Tu as un tout petit bout de chinois aussi. C'est très impressionnant, mais la langue, c'est quelque chose qui t'importe depuis très longtemps. Et ça, on sera sans doute aussi amené à en reparler. Tu es invité aussi parce que tu as écrit des textes et des livres qui sont devenus depuis longtemps des références dans la discipline. La discipline, en l'occurrence, c'est l'anthropologie sociale et culturelle. Et dans ces livres, tu as véhiculé des notions qui sont aujourd'hui devenues presque du bagage commun pour beaucoup d'anthropologues. L'intimité culturelle, par exemple, et bientôt l'archaïsme subversif et le crypto-colonialisme, mais de tout ça, on sera amené à reparler. Ces notions, et beaucoup d'autres, d'ailleurs, tu les as construites en grande partie sur des terrains que tu as réalisés en Europe, en Grèce et en Crète notamment. Ça, c'est le sujet de ce soir, mais aussi en Italie. Et puis, au-delà, tu allais travailler en Asie du Sud-Est, en Thaïlande notamment. Et encore, une fois que j'ai dit ça, c'est la petite partie émergée de l'iceberg Herzfeld, puisqu'il y a aussi, parmi tes centres d'intérêt, outre ce que je viens de décrire, des questions de genre que tu abordes, ça va être le thème, de patrimoine, de nationalisme, l'anthropologie de la bureaucratie, l'anthropologie des savoir-faire aussi, les questions de transmission, ça t'intéresse évidemment beaucoup. Et ces registres-là, tu essaies de les mettre en relation les uns avec les autres, et tu t'intéresses à la manière dont les acteurs eux-mêmes mettent en relation aussi ces domaines. Je ne présenterai pas la totalité de tes livres, il y en a une douzaine, mais le temps que je me mette à jour sur la bibliographie, il y en a déjà un autre qui est sorti, donc on n'est jamais à jour avec ta production finalement. Donc on va parler des plus anciens, et parmi les plus anciens, il y a celui-là, ça c'est la version originale, ici, dans cette édition de 1985, et puis donc l'édition de 40 ans plus tard, finalement, sa première traduction en français. Il y avait eu des traductions en grec, bien évidemment, des traductions en italien aussi, je pense. Celui-là, il n'a pas été traduit en italien, mais ça va pas tarder. Et donc traduction en français de ce livre-là. Ce livre-là, La poétique de la masculinité,
C'est un terrain que tu as réalisé en Crète il y a donc une quarantaine d'années, presque 50 ans finalement. Et tu l'as réalisé donc ce terrain en Crète, dans la Crète rurale, on est au milieu de la Crète. Et pourtant, tu n'es pas quelqu'un qui a été formé en Grèce, ni même du côté de la Grèce. Tu viens d'Oxford, de Cambridge, enfin Cambridge-Oxford. Et comment est-ce que tu en es venu finalement à t'intéresser à la Grèce et à la Crète en particulier ? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu ce soir. C'est un grand honneur pour moi. Je dois m'excuser, mon français, c'est la langue que je parle peut-être le moins dans les années récentes. Et j'espère que peu à peu, je vais le reprendre. Je suis ici depuis un jour seulement et il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, pour répondre à ta question, cet intérêt pour la Grèce a commencé au lycée, où j'ai étudié le latin, le grec ancien, mais aussi le français. En effet, la seule leçon où j'ai obtenu de bons résultats, c'était le français. J'ai été intéressé aux langues et plus généralement à la communication. Et par exemple, en mathématiques, en chimie, ou je ne sais pas, j'étais absolument perdu. Et la même chose est arrivée à l'université, à Cambridge, où j'ai fait des études en archéologie. Et j'ai découvert que je n'étais pas tellement intéressé aux objets comme objets de classification et seulement. L'archéologie de cette époque-là, c'était une archéologie presque bureaucratique et je m'ennuyais. Donc, ayant connu quelques bons copains grecs, je sortais tous les soirs avec eux et après 3 ans, j'ai eu de nouveau de très mauvais résultats dans les examens finaux, mais un grec presque comme il est maintenant. Maintenant, je le parle également comme l'anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de grec ici? Ah, bon. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Καλημέρα. Ναι, θα δείτε ότι τα ξέρω αρκετά καλά και τα κριτικά κιόλας. Vous êtes crétoise, peut-être? Εδώ θα μιλήσουμε με μια ολιά κριτικά και δούμε να κατές. Κατές μια ολιά. Alors, elle parle dialecte. Et je suis très content parce que je n'ai pas beaucoup d'occasions hors de la Crète de trouver des personnes avec lesquelles je peux parler en crétois. Voilà, c'est ça. Et donc, une été, je suis allé en Crète avec des amis anglais et nous enregistrions des chansons dans les villages de montagne. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu le dialecte aussi. Et après la catastrophe de mes résultats finaux, j'ai eu la bonne chance d'avoir obtenu une bourse seulement parce que je connaissais la langue pour aller à une université grecque. Et j'ai choisi l'université d'Athènes où je suis resté 1 année. Et là-bas, j'ai reconnu un anthropologue américain et une autre anthropologue sud-africaine. Et en parlant avec eux, j'ai compris que c'est le métier qui m'intéressait vraiment. Inconsciemment, j'avais déjà commencé à le comprendre, mais elles m'ont beaucoup aidé à réaliser mes pensées sous-conscientes. Voilà. Et un de ses amis m'a encouragé à aller à un congrès en Chypre, organisé sur l'anthropologie et la sociologie de l'ère méditerranéenne. Et là, j'ai connu le prof que j'ai choisi pour me suivre pour le doctorat. Et comme ça, je me suis sauvé et je serai toujours très reconnaissant à la Grèce, donc aux amis grecs, mais aussi à ses amis américains et sud-africains, parce que vraiment, sans ce type de connaissances personnelles, je ne sais pas si je me serais jamais sauvé des propres stupidités. Voilà. En tout cas, par la suite, j'ai fait une thèse sur la parenté. C'est
un sujet classique pour les anthropologues. Et j'avais choisi un petit village de l'île de Rhodes. Mais c'était l'époque de la dictature militaire. Et à un certain moment, on m'a expulsé du pays, probablement parce que les Grecs ne voulaient pas que les étrangers puissent voir les activités. C'était une zone démilitarisée et donc la Grèce se préparait pour la possibilité, la guerre avec la Turquie à cause de l'invasion de Chypre. Et donc, ils ont trouvé quelques excuses. Je n'ai jamais su exactement qu'est-ce qu'on avait dit. Et on m'a donné 6 jours pour quitter la Grèce. Et nous nous sommes réfugiés avec mon épouse. Nous étions mariés il y avait quelques semaines à Rome. Et c'est pour ça que Rome a une signification très importante pour moi aussi. Mais en tout cas, à la fin, je suis réussi à rentrer en Grèce et ne voulons pas continuer dans ce village parce que je ne voulais pas embarrasser les gens qui avaient collaboré avec la police dans ce cas épouvantable, il faut dire. J'ai dit, bon, je connais un peu le dialecte à Crète, essayons si ça marchera mieux en Crète. Et la chose plus amusante, c'est que j'ai choisi ce village qui est à la fin devenu le cœur de ma carrière d'anthropologue par hasard. C'était presque une erreur. J'avais choisi un autre village qui était beaucoup plus semblable à celui de Rhodes, et sur la côté de la mer, donc un village agricole. Mais je suis allé en arrêt d'autobus en erreur. C'était pas l'arrêt pour l'autobus qui allait à ce village. Et donc, quelqu'un m'a suggéré, mais qu'est-ce que tu veux dans ce village-là? C'est pas très intéressant. Tu dois aller en montagne. Moi, j'ai un ami qui travaille avec ses autobus. Ah, voilà, le voilà. Viens ici. Yanni, elle a parlé. Et il a commencé à expliquer à cette personne qu'est-ce que l'anthropologue veut, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie, pratiquement. C'était très intéressant. C'est grand dommage que je n'avais pas la possibilité de l'enregistrer. Mais quand même, cette autre personne m'a dit, bien sûr, moi j'accompagne l'autobus jusqu'à des villages assez intéressants. Si tu veux, viens avec moi. Alors, nous sommes montés tous les deux et il nous a laissé un café qui lui appartenait et j'ai commencé à comprendre que j'ai fini par arriver à son village et nous sommes entrés dans le café. Et là, il y avait 2 vieux hommes qui nous ont accueillis très chaleureusement et ils m'ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» J'ai expliqué que j'ai étudié les rapports matrimoniaux à Rhodes. « Ah, nous sommes différents ici, nous ne faisons pas comme ça. » J'ai dit « Est-ce que je puis prendre des notes parce que c'est très intéressant ?» Oui, librement, il n'y a aucun problème. Et dans 1 heure, j'avais rempli plus de pages que dans 1 semaine à Rhodes. Et j'ai dit tout de suite à mon épouse, ça peut être très intéressant. Puis il est rentré, ce type, il nous a invités à dîner avec lui. Il nous a mis dans une maison qui appartenait à son frère le soir. Le lendemain, nous avons traversé presque la moitié du village. Il y avait à l'époque beaucoup de cafés et à chaque café, on nous invitait à entrer et à boire. Et donc, nous sommes arrivés au centre du village, presque ivres, et quelqu'un nous a offert à louer une maison, et c'est tout arrangé. Et c'est comme ça. Et je dis toujours à mes doctorants, les erreurs sont la source de la plupart des connaissances anthropologiques les plus importantes. Voilà, c'est ça.
Merci Michael. Et oui, effectivement, c'est une suite de hasards qui te fait finalement arriver au milieu de la crête des montagnes. Et donc tu t'installes, on comprend que tu arrives par hasard, tu prends ta maison avec ton épouse, et puis là tu vas faire du terrain. Et si je peux t'interrompre, ça c'est une raison parce que je suis totalement contre à ces processus bureaucratiques sur l'éthique qui existent maintenant dans toutes les universités du monde. Et je crois que si on ne reconnaît pas l'agentivité de la personne qui fait la recherche, ça n'est pas un système d'éthique, c'est un système purement bureaucratique. Et donc, parce que nous ne pouvons jamais prévoir qu'est-ce qui se passera quand nous arrivons dans un endroit de recherche. Voilà, c'est ça. Et les politologues, les sociologues, les économistes, bien sûr, ils peuvent prévoir toutes les étapes de la recherche. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est seulement le résultat final. Nous sommes, comment dirais-je, nous sommes dans les mains du destin. Voilà, c'est ça. Alors ça, ce sont des débats qu'on a aussi, évidemment, en France, avec les mêmes disciplines à peu près, où on défend avec acharnement l'induction, finalement, le fait de ne pas avoir tout prévu avant, mais ce n'est pas si évident que ça dans les protocoles d'aujourd'hui, effectivement. Donc tu arrives quand même avec cette suite de hasards, et puis tu commences à faire du terrain. Alors c'était quoi faire du terrain en Crète à cette époque ? Alors, c'était un peu difficile au début. Nous avons eu un accueil très chaleureux, bien sûr, mais on soupçonnait que nous étions des espions. Et un jour, alors, un type très féroce m'a dit « Alors, assieds-toi !» Je suis assis. Il me regarde comme ça, en face. Et elle me dit, je lui dirai en crétois d'abord, « Tu es un espion ou non ?» Et moi, je suis très fâché parce que j'étais fatigué, je n'avais pas du temps pour me préparer pour cette rencontre. Alors, je dis, si j'étais un espion, j'irais à un endroit qui vaut la peine, pas ici dans ce village abandonné. Il s'est mis à fou rire et il me dit, oh, n'importe pas, qu'est-ce que tu veux voir ? Et il est devenu un de nos meilleurs amis dans le village. Voilà. Et il y avait quelquefois un peu de difficultés. Une fois, nous prenions des photographies là où il nettoyait, en des endroits où il jetait les refus, voilà. Et un de ces hommes s'est fâché parce qu'il ne voulait pas être photographié, mais moi, nous ne le savions pas. Et il a dit, si ta femme continue à faire ça, je vais lui briser la caméra. Et moi, je ne savais pas comment je devais réagir. J'étais le seul homme dans le village qui ne portait pas un fusil. Voilà, c'est ça. Et donc, mais je n'avais pas peur, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je savais toujours que ces hommes savaient très bien les conséquences de la violence. Donc, ils choisissaient les moments pour utiliser la violence. Moi, je me mets au centre de la rue centrale du village et j'ai commencé à crier. Je n'ai jamais été en village où manque l'hospitalité. J'ai provoqué, parce que l'hospitalité, c'est une valeur très importante pour les Crétois. Et à bonne raison. Mais quand même, trois hommes se sont présentés tout de suite et m'ont dit « N'inquiète-toi pas, et nous allons arranger tout ». Et ils sont venus chez nous tout le jour. Ils allaient entre notre maison et la maison de l'autre personne. Et à la fin, j'ai eu la grande chance
de faire partir d'une séance de conciliation qui s'appelle en crétois sasmos. C'est un rituel de réconciliation entre deux personnes qui se trouvent près de la violence. Mais c'est une chose que, pour la plupart, les étrangers ne voient jamais. Et donc, j'ai eu mon propre rituel de réconciliation. Et il m'appelle parrain jusqu'à ces jours. Hein? Quand il me voit, il me dit toujours « Yaus Gumbare !» Comme ça. Et ça veut dire que l'amitié se construit à travers des valeurs très différentes de celles que je connaissais dans ma propre société. Donc, il y avait quelques difficultés, mais en général, j'avais le sens qu'il me parlait assez ouvertement. La seule chose qu'il me disait point au début, il y avait quelques éléments, mais il ne le disait pas directement, c'est que ce village avait une grande tradition du vol du bétail. Et c'est un vol réciproque qui sert à créer les alliances entre des bergers de villages différents. Et il me disait, il faut dire seulement de bonnes choses sur ce village. Il ne faut pas écrire, il ne faut jamais écrire sur ce vol réciproque. Et moi, j'ai expliqué que pour moi, ça fonctionnait comme un système social. Alors, il s'agit de gens qui sont vraiment très intelligents. Ils comprenaient toujours quand j'expliquais comme ça. Et m'ont dit, alors, tu sais ton métier, tu connais ton métier, et ça va. Nous savons que tout ce que tu fais, tu le fais en bonne foi. Et quand le livre a été publié en grec, j'avais un peu, pas peur, mais je craignais que quelques-uns d'entre eux peut-être seraient un peu fâchés avec moi parce que j'avais dédié une grande partie du livre au vol réciproque et la logique qui le soutient. Au contraire, quand nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'eux-mêmes, ils avaient trouvé le livre dans une librairie d'une des villes crétoises, et ils l'avaient lu et ils étaient très très contents. Et pour moi, c'est un moment magnifique parce que cette réception qu'ils m'ont faite, ils m'ont fait aussi citoyen honoris causa du village, etc., etc. En effet, c'est important parce que je suis citoyen honoris causa de l'État, de la Grèce aussi. Et donc, quelquefois, je dis, j'ai l'État et le contre-État avec moi. Et les habitants du village le trouvent très génial, ça. Voilà. Et comme ça, je peux vous donner un peu à comprendre le caractère de ces bergers. Ils ont un grand sens d'humeur, ils sont très, très amusants. Et à la fin, quand j'y vais maintenant, j'ai la sensation de rentrer à mon propre village. C'est vrai. Voilà. Et effectivement, ce que tu viens de dire là donc, se trouve en grande partie dans le livre, la description de ces vols réciproques, ces moments de tension. On s'approche au plus près d'un moment où la situation pourrait dégénérer, devenir vraiment, vraiment violente, et puis ça s'arrête. Et puis les gens repèrent le moment et la façon dont il faut savoir s'arrêter. Au début, quand je demandais à quelques-uns s'ils avaient jamais volé un mouton, ils me disaient de non, mais ayant appris le mot spécial pour le médiateur, arotichtis, et celui qui va à demander où sont les animaux, arota et taosa. Je disais, mais tu n'es jamais allé même comme arotichtis. Et
tout de suite, il comprenait que c'était quelque chose et ne voulait pas que je pense que d'autres personnes étaient plus habiles que lui. Et donc, j'ai joué un peu sur le sens très fort de la concurrence entre les bergers. Et ça m'a ouvert aussi la porte à une meilleure compréhension de leur concept de masculinité. Et oui, qui passe dans ce concept-là, puisqu'on y vient, à cette poétique de la masculinité. Tu viens de le décrire, ça passe par des pratiques qui effectivement reposent aussi sur une petite gestion de l'incertitude, du hasard. Donc le vol du bétail, comme tu le décris, c'est quelque chose qui est jamais certain. On ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, il y a des choses à préparer, et puis il y a une incertitude qu'il faut gérer. Et ça, tu montres que c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes situations à l'intérieur de ce village et qui va être valorisé. La prise de risque, les jeux de hasard, le fait de développer des joutes poétiques entre bergers en particulier. Tout ça, ça forme un système assez cohérent. Est-ce que c'est ça la poétique de la masculinité ? Voilà, alors ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a une sorte de conformité entre divers systèmes de masculinité. Les jeux d'hasard, bien sûr, le rap des jeunes filles, qui plutôt formel, c'est un jeu plus qu'une réalité, surtout maintenant, et surtout le vol du bétail. Et je cherchais à trouver une façon d'exprimer ce sens de vivre toujours entre le hasard et la fierté, et la capacité de se sentir certain de leur propre capacité. Et à l'époque, quand parce que je suis né et élevé en Angleterre, mais en 1978, nous sommes allés aux États-Unis. Mon épouse est américaine, mais c'est pas pour ça. Mais j'ai trouvé une position dans un petit collège aux États-Unis, et j'ai commencé à connaître beaucoup mieux l'anthropologie linguistique américaine. Et ça a joué un rôle très important aussi, parce que j'avais tous les préjugés des anthropologues oxfordiens. Hein. C'était un peu difficile au début de comprendre. Il y avait toute une autre anthropologie très riche, une méthodologie très influencée aussi par la sémiotique. Et je commençais à m'intéresser à la sémiotique, et j'avais appris un tout petit peu comme doctorant aussi, mais je me suis plus sérieusement à l'apprendre, et en lisant les théories de Roman Jakobson sur la fonction poétique, je dis mais ça s'applique très facilement, pas seulement à la langue, mais aussi au comportement social. Voilà, parce que quand nous parlons entre nous, nous faisons des gestes, nous utilisons des expressions, nous racontons des expériences, toujours dans un certain style. Et ce style, si nous le faisons trop conformément aux normes existantes, c'est ennuyant. Donc, la personne qui intéresse aux autres, c'est la personne qui sait bien manipuler les structures, déformer, pour utiliser l'expression de Jakobson, déformer les normes, les conventions de l'interaction. Et ce cas des voleurs de moutons et de chèvres, c'était un cas éclatant, parce que quand ils racontaient leurs histoires, on comprenait tout de suite que ce qui était important, c'est la capacité de forcer l'attention des autres sur cette capacité de déformer les conventions, mais
de ne pas le faire jusqu'à l'excès. Donc, par exemple, un homme fort ne crie pas beaucoup parce qu'il sait très bien qu'en utilisant certaines expressions ou en parlant de ses aventures sur le vol du bétail ou comme médiateur aussi, et il sait déformer légèrement les conventions, mais comme ça, il démontre sa capacité de se contrôler, et ça le démontre être un vrai homme. Et ils ont une expression crétoise, on dit « Aftosine calandromenos ». Il est au calandres, c'est un bien homme. On ne dit pas c'est un bon homme, on dit que c'est un bien homme. Et l'usage de l'adverbe me faisait comprendre qu'ils étaient intéressés au processus de se faire comprendre et de faire une performance qui était absolument la déformation contrôlée d'un système de valeurs. Voilà, c'est tout ça. Et c'est la première fois que je l'expliquais en français, donc j'espère que c'était alors en français justement, cette idée-là, dans la traduction, ça a été rendu par l'expression que l'important c'est pas tellement d'être un bonhomme, c'est d'être bon à être un homme. Oui. En fait, c'est cette idée, elle a été rendue de cette façon-là par cette expression. Mais en grec, si on dit que c'est un bonhomme, kalos anthropos, ça veut dire que c'est une personne de haute éthique. Voilà, c'est une personne qui se tient toujours aux valeurs officielles. Et pour les Crétois, c'est au contraire, hein, ce qui est important, c'est de se démontrer capable de régler son propre comportement, mais de telle manière que les autres personnes comprennent tout de suite que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il y a cette question de la maîtrise de soi, et puis il y a cette question, comme tu le dis, de développer de l'intérêt chez ceux qui nous entourent finalement par cette capacité de déformation. Et pour développer de l'intérêt, il y a quelque chose que tu dis dans ton livre, c'est qu'il y a une notion qui est très importante chez les Crétois, qui est cette notion de simasia, qui finalement fédère un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Alors, le mot simasia, c'est un mot un peu formel. Et ça vient de la terminologie philologique plutôt. Et le côté, Peter Mackridge, par exemple, m'a fait cette critique que le fait qu'il utilise ce mot ne veut pas dire qu'ils sont capables de créer des théories. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'insiste qu'il n'est pas nécessaire d'être un savant pour avoir des théories sur la vie. Au contraire, comme le dit Anthony Giddens, le sociologue britannique, toutes les personnes ont des théories sous-jacentes parce qu'on ne pourrait point guérir la vie sociale si on n'avait pas des théories. Comment il faut se comporter et en quelle situation il faut se démontrer capable, en quelle situation il faut ne pas parler, par exemple. Non ? Et donc, tout le monde a des théories. Et c'est seulement que les savants en font une religion. Ouais, c'est ça dont nous sommes culpables, je pense. Et donc, j'ai voulu reconnaître la capacité de ces bergers mal éduqués. Oui, et pour la plupart, ils avaient fait 2 ou 3 ans de l'école primaire, mais quand même très intelligents. Ils savaient expliquer beaucoup de choses. Et j'ai commencé par être très frappé par le fait que quand ils échangeaient des petits vers, les soi-disant mandinaves, ce sont des couples en rime. Des distiques. Voilà, c'est ça. Comme les coplas espagnols, c'est la même chose. Et quand j'ai dit, comment est-ce que tu peux distinguer entre un bon vers et un mauvais, ils m'ont raconté des exemples et puis ils ont dit,
le bon verset, celui qui frappe. Ils ont utilisé une expression qui a aussi des significations sous-entendues sexuelles, hein, ce qui nous remporte par la suite aussi aux histoires qui racontent sur, par exemple, le rap des jeunes filles, etc. etc. Et donc, j'ai compris qu'ils avaient maîtrisé une sorte de théorie assez abstraite pour pouvoir m'expliquer ce que ça voulait dire. Et que le fait qu'ils utilisaient un mot qui venait de la philologie officielle ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des théories auparavant, mais c'est seulement qu'ils ont adopté ce langage scientifique pour communiquer avec moi. Ça, c'était aussi un exemple de la poétique sociale, non? Parce qu'ils savaient que pour communiquer leur concept à moi, il fallait trouver un langage commun. Mais il le déformait en même temps. Donc, poétique sociale. Et de là, j'ai commencé à développer un peu un concept plus théorique aussi, dans le sens que maintenant, je parle de la poétique sociale, fondée sur le modèle de Jacobson, bien sûr, mais c'est une théorie pour expliquer les formes et les usages de l'interaction sociale. Justement, en parlant de choses qui se déforment et à quoi les normes peuvent être soumises, quand tu vas sur ce terrain crétois, entre la fin des années 70 et puis le début des années 80, donc tu décris ce vol de bétail, ces jeux de cartes, enfin, dans les cafés. Mais tu dis aussi que c'est déjà quelque chose qui est un peu en train de se perdre, que c'est une société qui est déjà un peu en train de changer, qui est un peu en crise. Et notamment, quand tu parles des vols, tu décris que de moins en moins, on les fait comme on les faisait avant. Et les gens, les vieux bergers se plaignent que les plus jeunes organisent un peu trop les vols de bétail, ce sont des raids, et donc il y a un peu moins d'incertitude en fait sur le résultat du vol, et puisque c'est presque trop, ça devient trop certain. Donc tu arrives aussi dans une société dont tu décris la fin finalement. C'est une société un peu en crise. Et comment cette crise elle se manifestait chez les bergers? Alors les changements avaient déjà commencé quand nous faisions les premières recherches, bien sûr, mais à pas très très lent au début. Et ça, c'est un peu accéléré après les années 90, je dirais. Peut-être parce que les pressions du tourisme, les changements économiques du pays entier, le fait que beaucoup d'entre eux étaient allés pour travailler en Allemagne, en Belgique, au Canada aussi, aux États-Unis, quelques-uns, très peu nombreux. La plupart allaient en Allemagne ou en Belgique. Et en revenant au village, ils voulaient reprendre la même vie, mais ils avaient compris qu'en même temps, ils devaient s'adapter à la nouvelle réalité. Et quelques-uns ont commencé au lieu de voler des montants, de voler les armes, les drogues. Et donc, les journalistes ont commencé à écrire sur l'apparition d'un type de mafia dans les villages de la Crète. C'est possible que c'est un phénomène un peu semblable, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de différences. Et ce que je voulais faire, surtout dans mon dernier livre écrit en anglais sur l'archaïsme subversif, c'est de démontrer que les habitants ont une autre explication de la situation qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'ils disent que les bureaucrates ne la comprennent pas, ce qui est assez vrai, il faut dire. Déjà, quand je faisais les recherches originales, voilà, cette
cet homme qui m'a menacé en disant que j'étais un espion, un jour, en parlant avec un policier, le policier lui a dit « Il faut respecter la loi ». Et il a répondu « Ici, nous avons 2 lois ». Mais c'est encore plus amusant en grec parce que c'était un jeu de paroles. Epa erchomene δύο νόμους. Nomos veut dire homos, l'espalier. Mais au même temps, la loi, voilà. Et ce qu'il entendait dire, c'est que ici, nous avons un code de comportement qui est totalement en conflit avec les lois de l'État. Mais pour nous, très souvent, c'est plus important respecter nos lois, nos propres lois. Et il y a beaucoup de changements, bien sûr, dans les années récentes. Beaucoup d'habitants sont descendus en ville où ils ont un certain succès économique aussi. Ils n'ont pas besoin d'engager les services du type mafia, personnes qui protègent leur magasin, parce que seulement le nom de famille, ça c'est suffisant pour décourager les autres qui autrement pourraient être en concurrence avec eux. Parce qu'il y a des personnes de beaucoup de villages de montagne qui habitent maintenant dans les grandes villes de la Crète. Et donc, ils se sont adaptés de cette manière. Ils ont continué, je pense, à voler du bétail, mais plus rarement maintenant, et plutôt pour des raisons économiques plus que symboliques. Et ça, les amis, bien sûr, en conflit avec l'État. Alors, à un certain moment, il y a beaucoup de corruption dans la police locale et on sait que quelques-uns entre les habitants avaient fait des accords avec des policiers. Les policiers les disaient chaque fois qu'ils venaient faire une inspection du village afin qu'ils puissent cacher les armes et les autres éléments défendus. Et un jour, un groupe de jeunes hommes, c'était des adolescents probablement âgés de 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, ont décidé, ils étaient très fâchés avec leurs parents qui essayaient de créer ces compromis avec la police pour éviter les conséquences, etc. Ils voulaient affronter la police directement. Il y avait une embuscade et un policier a été tué. Et ça a provoqué la rage de l'État. 600 commandos armés sont arrivés dans le village. Ils ont humilié les habitants. Et je décris tout ça dans mon dernier bouquin sur l'archaïsme subversif. Là où j'essaie à démontrer qu'ils ont adopté toujours une attitude de plus en plus archaïste pour dire que nous sommes les vrais héritiers de la révolution grecque contre les Turcs et nous sommes vraiment des voleurs, kleftes, qui est aussi le nom des héros, des guerrillas de la guerre de l'indépendance grecque. Donc, ce n'est pas vous qui connaissez ce qui est la vraie tradition grecque, ce sont nous. Nous sommes les vrais, les Grecs les plus authentiques. Et ça a beaucoup enragé les bureaucrates, bien sûr. Et c'est par hasard, de nouveau, que j'avais la bonne chance, peut-être, mais c'était aussi une tragédie. J'avais commencé à faire des recherches en Thaïlande et j'avais étudié une communauté qui a été expulsée parce qu'ils habitaient sur un terrain
que l'État voulait convertir dans un parc en honneur de la reine Sérikit, l'épouse du vieux roi. Et ce qui s'est passé, ils ont résisté pour un quart de siècle, 25 ans. Et moi, j'ai suivi la deuxième moitié de ce processus. Et j'ai compris qu'eux aussi, ils ont évoqué l'idée d'être les vrais Thaïlandais qui ont conservé les traditions malgré les pressions des bureaucrates qui ne comprennent absolument rien et qui sont effectivement représentants des grands pouvoirs coloniaux. Voilà. Et donc, il y a une comparaison, quelques-uns diraient que c'est une comparaison outrageuse, et moi, je préfère les comparaisons outrageuses parce que plus outrageuses elles sont, plus elles révèlent quelque chose de nouveau, comme une bonne métaphore. Voilà, c'est ça. Voilà, la poétique de l'anthropologie. Bravo, et effectivement, tu nous amènes vers le dernier livre que tu as pu écrire, où précisément tu développes cette idée. On a un historien en France, un historien de l'Antiquité, spécialiste de la Grèce ancienne, qui développe un peu la même idée en disant c'est bien de comparer l'incomparable, et qui s'appelle Marcel Détienne et qui fait un peu ce type de proposition-là. Peut-être sur l'archaïsme subversif, si tu peux en dire un mot de plus et puis on ouvrira la discussion. C'est aussi intéressant de voir comment, pour des anthropologues, en particulier pour ceux qui commencent, mais pour tout le monde finalement, c'est intéressant de voir comment tu arrives sur un terrain, tu vas travailler un peu par hasard, tu vas travailler en repérant des choses qui t'intéressent, sur quelque chose qui te semble être traversant dans cette société, qui est cette construction de la masculinité à partir de ce rapport à la maîtrise de soi, au fait que les choses aient de l'importance, à cette poétique sociale qui se met en place. Mais finalement, c'est un aspect des choses et où tu ne te fermes pas d'autres aspects, qui sont en l'occurrence le politique, d'une manière générale, finalement, dans cette société, qui est traversée aussi par des rapports compliqués avec l'État, des rapports centre-périphérie, finalement, des rapports de domination, et donc tu essaies d'avoir cette perspective renversée. Et ce qui est intéressant dans le cas grec et crétois, mais disons grec, crétois, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux autour de la construction et du rapport à l'identité nationale qui sont effectivement très, très intéressants. Depuis longtemps, il y a deux identités nationales opposées, un peu, qui se constatent, ou de construction de l'identité, qui sont intéressantes, effectivement. Alors, ce livre, de notre point de vue, c'est un livre sur l'anthropologie de l'État, mais de l'autre côté, hein, parce qu'en général, les politologues font les recherches avec les politiciens, ou s'ils s'intéressent un tout petit peu pour les gens communs, ils font des recherches statistiques, et ils examinent par exemple les résultats des élections, mais ils ne s'immergent pas dans la vie sociale des êtres humains dont ils osent dire qu'ils ont compris les tendances politiques. Donc, évidemment, je me réfère en ce moment à un vieux conflit entre l'anthropologie et presque toutes les autres sciences sociales. Et c'est peut-être pour cette raison que nous avons une sympathie particulière, dirais-je, avec les populations opprimées, parce que parmi les sciences sociales, nous nous sentons un peu comme ça. Et cette exception que nous constituons, c'est une exception qui fait penser de nouvelles manières. Parce qu'à mon avis, quand on suit toujours les parcours conventionnels de la pensée, on n'arrive jamais à de nouvelles perceptions, à de nouvelles idées, n'est-ce pas? Et donc, oui, l'anthropologue est un peu comme un berger crétois dans ce sens. Et pourquoi pas? J'ai fait, en effet, un point assez tôt dans ma carrière, j'ai essayé de faire la comparaison entre la Grèce comme pays
et l'anthropologie, parce que tous les deux sont des objets créés partiellement par les forces coloniales qui se sont, par la suite, ils sont opposés à ceux qui les ont créés. Donc, l'anthropologie est sortie du colonialisme. Et elle était, pour décennies, l'outil plus utile de l'administration coloniale. Mais par la suite, maintenant, aujourd'hui, c'est la discipline par excellence qui s'oppose à la domination coloniale. Et la Grèce, qui a commencé par être la création de l'imagination allemande surtout, fondée sur des images de la Grèce classique, mais pas de la Grèce classique entière, seulement d'Athènes, et pour la plupart aussi une idée créée par des savants comme Winkelmann, qui a fait toutes ses études à la base de copies romaines des sculptures grecques. Donc, les Grecs ont commencé par être contraints à rejeter tout ce qui avait quelques connexions avec leur histoire récente. Et donc, ils se sont opposés, par exemple, aux traditions qui mentionnaient favorablement les années de l'Empire ottoman, où les Grecs jouaient un rôle très central, parce que la plupart des bureaucrates, des administrateurs ottomans, étaient des Grecs, des Arabes, des Arméniens, et pas des Turcs. Et donc, c'est une histoire très compliquée. Peut-être j'exagère un tout petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que en reprenant leur propre histoire, surtout après la chute de la dictature militaire en 1994, ils ont commencé à réfléchir beaucoup plus sérieusement. Et aujourd'hui, la plupart des intellectuels grecs ne sont pas des nationalistes du vieux type. Il y en a, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de discussions dans le grand public de ce que veut dire repenser notre histoire nationale et être fier, bien sûr, de cette histoire récente et de ne pas essayer toujours à nous conformer au modèle voulu par les grandes puissances coloniales. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que mon premier livre, c'était une histoire du rôle que le folklore jouait dans la construction de l'identité grecque moderne. Et au début, beaucoup de Grecs étaient très fâchés avec ce livre, surtout les nationalistes, bien sûr. Maintenant, je pense que ça fait... il est considéré un livre qu'on lit très souvent à l'université, surtout. Elle a été publiée par la même maison éditrice que la poétique de masculinité. Et je pense qu'on peut dire que la Grèce a retrouvé ses vraies racines maintenant, dans un sens qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 30 ans. Donc, la comparaison outrageuse, c'est la comparaison qui révèle les vérités cachées. Et ça, pour moi, c'est très important, parce qu'autrement, nous revenons toujours sur les mêmes points, nous reproduisons les vraies vérités, et par la suite, nous vérifions ce que la grande public pense du rôle des intellectuels. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de l'anthropologie que j'ai apprise à Oxford, parce que Evans Pritchard disait, c'était une expression très fameuse, il a dit à maintes reprises
que l'anthropologie n'est rien si elle n'est pas comparative, et la comparaison est impossible. Voilà. Et là, vous voyez la tension qui est au cœur de la politique sociale. C'est une belle façon de conclure le propos et d'ouvrir à la discussion avec le public, si tu es d'accord. Pour ceux qui auraient des questions, je vais faire circuler le micro pour que ça puisse aussi profiter à l'enregistrement. Qui veut se lancer? Si quelqu'un veut se lancer. Il y a toujours un silence. Voilà, ça va. Je vais circuler comme ça va motiver les gens. C'est une question qui n'est pas... Je vous prie de parler un peu lentement parce que j'ai un petit problème avec ces pareils de sourdité. Et donc, oui. C'est une question qui ne rentre pas dans les analyses théoriques, on n'est pas dans le décryptage des choses que vous avez écrites plus au niveau théorique, mais je suis l'élan que vous avez ouvert en parlant de vos expériences personnelles sur les terrains. Vous parliez du fait que vous étiez avec votre épouse vous étiez avec votre épouse sur le terrain, avec votre femme. Oui. Depuis le début. Un plaisir. Je me demandais, et vous travaillez sur la masculinité, et vous l'avez cité à deux moments, par exemple, ce moment des photographies. Comment ça a été travailler avec votre femme sur des hommes? Alors, on parle maintenant de l'intimité culturelle, mais en même temps aussi personnelle. Mais aucun problème, parce que mon épouse, c'est une personne avec beaucoup de patience, avoir vécu avec moi il y a 50 ans déjà, voilà. Moi, je ne me supportais pas comme ça. Merci, j'ai eu de la chance, vraiment. Et elle a joué un rôle central, pas seulement dans ma vie personnelle, mais aussi, sur le terrain. Elle déclare toujours qu'elle ne veut pas être anthropologue, mais elle est anthropologue par mariage. Quand même. Et elle a un rôle récent très amusant parce que je viens d'écrire un livre en grec. Et étant donné que la musée que la publié veut faire une édition bilingue, elle a dû me traduire du grec en anglais. Mais j'avoue qu'elle va être payée aussi. Bon. Mais en revenant à la question sur les photos, parce que je sais que très souvent, aujourd'hui, il y a un grand débat sur le rôle, surtout des femmes qui accompagnent leur mari anthropologue sur le terrain. Et j'étais très heureux qu'elle voulait faire des photographies parce que ça lui donnait aussi une chose un peu à part de mes activités. Et le regretté Peter Luizos lui a suggéré à ma entreprise de publier un livre de ses photos, mais elle ne voulait pas, je ne sais pas, il n'y avait pas l'occasion. Peut-être on va trouver l'occasion maintenant parce qu'en retrouvant les vieilles photographies, et on a trouvé qu'il y a vraiment un trésor. Hein. Donc, on a commencé à le discuter aussi. Quant au moment à l'époque où nous habitions dans le village, elle avait deux rôles. Elle était la secrétaire au jeu d'hasard. Moi, je ne jouais jamais au jeu de hasard, mais j'ai compris que dans le village, je devais le faire pour entrer un peu dans la vie quotidienne des hommes. Et elle avait la position d'un homme honoris causa, dans le sens qu'elle venait avec moi dans les cafés, ce que très peu de femmes faisaient à l'époque. Et on lui disait, alors tu peux écrire les résultats des jeux. Et ça lui a donné aussi la possibilité de suivre les conversations, parce que
il y a des jeux de paroles qui s'expriment autour des jeux de hasard. Et en même temps, elle faisait les photos. Et très souvent, les hommes l'ont prié de les photographier. Ils sont très fiers, ils veulent bien être photographiés. Un homme, quand j'ai dit que je vais me servir des pseudonymes pour les personnes, me dit, mais moi je veux que tu mettes mon propre nom. Je ne peux pas le faire parce que si je le fais, ça va exposer beaucoup d'autres personnes parce qu'il y a un système de nomenclature qui est très, très logique, très, très clair. Mais je peux mettre une photo sans le lier aux événements où tu as joué un certain rôle et que je décris dans le même livre. Et il était très content. Et quand l'édition grecque a été publiée, cette photographie était le couvert du livre. Et ses fils, parce qu'il était mort, mais un de ses fils qui lui rassemble beaucoup était très très fier de ce fait. Donc, je peux dire qu'elle a joué un rôle central dans la production des rapports sociaux que j'avais avec les habitants. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et j'ai essayé de le reconnaître, pas de la manière conventionnelle, parce que, étant poète de moi-même aussi, hein, je voulais le faire d'une autre manière. Mais c'est un peu difficile de trouver une expression qui exprime vraiment le rôle très important qu'elle a joué dans la création des rapports sociaux. Ah, maintenant, je commence à comprendre pourquoi tu es tellement maigre. Tu vois comment je me déplace Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ces bergers crétois, ça étonne toujours, hein, tu sais. Donc, je pense que le temps de digérer... Peut-être pour relancer sur une autre idée, puis mais il y a aussi une fatigue, sans doute. C'est qu'aujourd'hui, dans ce village qui reste anonyme, hein, finalement, hein, dans ce livre, mais qu'évidemment, en Crète et en Grèce, tout le monde s'est très, très, très bien identifié, désormais. C'est un village dans lequel tu es retourné il y a peu de temps, ou il y a longtemps, et comment est-ce que tes textes, d'une manière générale, celui-là tu en as parlé, mais les autres sont reçus finalement dans ce village en Grèce, bien sûr, non, mais et dans le village à Glendy, appelons Glendy toujours. Oui, maintenant j'écris, par exemple, dans le livre sur l'acharnisme subversif, j'écris le vrai nom du village, et je le dis maintenant, les Grecs ici vont le reconnaître tout de suite, hein, Zoniana. Vous l'avez deviné déjà, oui, ah, très bien. Non, parce que, et ça, c'est la chance, le rôle de la chance, donc parce que soit à Zoniana, soit à Pomahakane, c'est-à-dire la communauté que j'ai étudiée à Bangkok, j'ai choisi par hasard une communauté qui, par la suite, et pas à cause de mon intervention, est devenue une cause célèbre. Et ça, j'ai eu de la chance. Malheureusement, les habitants du communauté thaïlandaise, maintenant, ont été expulsés et ils se sont réfugiés dans d'autres parties de la ville. J'ai perdu les contacts. C'est vraiment très triste. Mais comme objet d'étude, pour comprendre les rapports entre une petite communauté qui s'oppose à l'État et l'État même, ce sont deux cas éclatants. Et c'est pour ça que je dis que ce livre, c'est aussi une étude de l'État, mais c'est une étude de l'État qu'un politologue avait beaucoup de difficultés à reconnaître comme tel. Voilà. Il y en a quelques-uns maintenant, on commence à les faire comprendre. Mais ils sont moins intelligents des habitants de Zoniana. Ils ne savent pas voler les moutons, voilà. Une question. Attends, prends le micro pour... À Zoniana, malheureusement, je n'ai pas encore lu votre livre, αλλά θα το διαβάσω σύντομα.
Il y avait des cultures de hachis. C'est pour ça que la police est venue, non? C'est connu en Grèce pour l'arrêt des cultures de marijuana. Oui, non, c'est vrai que et maintenant, Zoniana est peut-être le seul village où on ne trouve plus de marijuana parce que, à cause des événements, ils ont peur de le démontrer parce qu'ils savent que la police les suit toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'ils cultivaient la marijuana depuis plusieurs ans et on comprend qui sont les personnes responsables de ça parce qu'ils ont les maisons les plus impressionnantes, les plus modernes, etc. Ça, c'est vrai. Mais ils le faisaient exactement parce qu'il y avait la collaboration de certains éléments de la police. Ça, c'est le problème. Surtout ce moment fatal où le policier a été tué, c'était parce que les jeunes gens étaient très fâchés avec leurs parents parce qu'ils pensaient qu'ils ne devaient pas sacrifier leur dignité de cette manière. Et je sais, par exemple, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que les premiers sèmes de marijuana ont été introduits par un policier. Je n'en ai pas les épreuves, mais c'est tout à fait probable. Peut-être ils voulaient rattraper les habitants un peu dans un jeu où ils pourraient s'en en profiter. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs et à la fin... ça, c'est un peu la difficulté de l'anthropologie, de nouveau, parce que nous n'avons presque jamais les épreuves absolument 100% certains. Mais les témoignages me font croire que pas toute la police, je connais beaucoup de policiers honnêtes, et j'ai interviewé aussi quelques-uns d'entre eux. À l'époque où je faisais les recherches originales, il y avait un policier très honnête. Et quand je lui ai dit que je voulais l'interviewer, mais je ne pouvais pas lui donner mes données, il m'a répondu, je comprends parfaitement, mais en tout cas, je ne peux pas m'en servir parce que ce sont des renseignements à troisième main et donc ils n'ont aucune valeur dans la cour. Mais demandez-moi ce que vous voulez. Et il m'a répondu très, très ouvertement. J'ai découvert quelques ans après qu'il avait étudié l'anthropologie à l'université de Crète. Puis, il a été dégoûté de ce qu'il a découvert dans la police. Et à la fin, il l'a quitté. Et il ne veut pas en parler parce qu'il ne veut pas parler mal de ses vieux collègues, mais il m'a dit seulement qu'il a quitté. Maintenant, il est devenu peintre d'icônes. Il a trouvé une vie de sainteté. mais c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que malheureusement, ce qui s'est passé, je pense, je n'ai pas les preuves, mais j'ai un peu l'impression que dans les années du premier gouvernement Mitsotakis, du père, les policiers qui avaient été de la part du Parti socialiste de Papandreou ont été chasseurs dehors de la police. Et lui était dans d'eux. Et le problème, c'est que la police, ayant perdu beaucoup des officiels honnêtes, est devenue victime comme corps, victime de la droite extrême. Et on sait qu'il y a quelques ans, très récemment, on a fait une enquête sur les habitudes politiques des policiers en Grèce en général, que 80% votaient pour l'aube dorée. Voilà. En France, c'est pas... oui, c'est tellement différent, oui. Ni en Italie. Et aux États-Unis,
aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de peur de la situation aux États-Unis maintenant. Et on n'est pas sûr qu'est-ce qui va se passer, mais si la situation continue comme ça, moi je suis fils des réfugiés de l'Allemagne naziste, et je vois la situation aux États-Unis mais maintenant avec beaucoup de peur. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir la possibilité de nous réfugier, par exemple, à Athènes, où maintenant je me sens totalement à mon aise chez moi. Donc, et si la Grèce suit le même chemin, il y a toujours le village, parce que les habitants nous protégeront sûrement. Voilà. Non, mais à part des plaisanteries, c'est vrai que la police a été trop influencé par les doctrines d'extrême droite. Mais ça, ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi le fait que pendant les années où les vieux policiers ont été ont été démissionnés pratiquement, c'était à cette époque où les habitants des villages ont commencé à essayer de rattraper les policiers dans des accords dont les habitants devenaient par la suite les victimes. Voilà, c'est ça. C'est un sujet passionnant. C'est une situation très compliquée. Mais il serait mieux si on en avait des témoignages plus sûrs, mais ça c'est la situation, personne ne veut parler. Non. C'est ça. Ça rappelle un peu la Sicile. Dans ce sens. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, c'est peut-être le moment de remercier Michael Herzfeld pour son intervention. Vous venez d'écouter Michael Herzfeld, auteur de La poétique de la masculinité, édité au PUM, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 6 février 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Věřím, vám ve všem nemusím se bát.